Bonjour et bienvenue au vidéocast de la faculté de droit dédié aux questions d'insertion professionnelle. Cet épisode se concentrera sur les métiers du droit international et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Lindsay Cameron et Camélia Kemileva pour enrichir cette discussion aujourd'hui. Je m'appelle Léna Brutin, je suis étudiante à la faculté de droit et également membre du comité de l'association estudiantine Law Career Start. Et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, une petite question un peu facile. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours professionnel? Peut-être vous voulez commencer, Lindsay Cameron? Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités ici aussi. Ça fait plaisir d'être là. Donc, moi, je suis Lindsay Cameron. Je suis actuellement chef d'unité de juristes qui sont experts en droit humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge. Et pour arriver là, c'est un peu un long parcours. À la base, je suis canadienne. J'ai étudié d'abord l'histoire au Canada et puis ensuite, j'ai fait des études de droit à l'Université de McGill. Après cela, je suis allée travailler, j'ai fait mon barreau au Canada et puis ensuite, je suis allée travailler pour l'ONU, pour l'Agence pour les réfugiés et j'ai travaillé en Serbie à peu près 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai étudié à l'Université de Genève. Donc, j'ai fait un master en droit international et droits humains, droits international humanitaires et droits humains à l'Académie, Geneva Academy. Et ensuite, j'ai fait ma thèse avec Marco Sassoli, aussi ici à l'Université de Genève. Et puis après, j'ai commencé à travailler à la Croix-Rouge, donc au Comité international de la Croix-Rouge dans la division juridique. Et puis là, je suis là depuis à peu près 14 ans. Donc, j'ai fait... Et pendant les études, j'ai aussi essayé de travailler un peu dans les ONG et puis faire différentes activités comme ça. Voilà. Super, merci. Et vous, peut-être? Oui, merci. Donc, je m'appelle Camélia Kemileva. J'ai commencé mes études en droit en Bulgarie, qui est mon pays d'origine. Et à la base, je voulais devenir un business lawyer, donc quelque chose qui était très populaire à mon temps dans un pays qui donc sortait des régimes totalitaires. J'ai même fait des stages dans la Chambre de commerce et d'industrie de la Bulgarie à l'époque qui se développait. Et puis la vie a fait qu'à la fin de mes études, parce que je parlais français, j'ai été recrutée à représenter l'Université de Sofia au concours international René Cassin, qui existe toujours et encore à Strasbourg. Et ça a changé ma vie en me préparant du concours. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre mes études en droit de l'homme. J'ai choisi Genève parce que j'ai pu avoir une bourse à l'époque. Et à l'époque, les études étaient de droit. Normal était de 4 ans. Il fallait faire un diplôme d'études approfondies qui était de 4 semestres pour accéder à un PhD. Donc j'ai fait ce diplôme, mais j'ai décidé de ne pas accéder au PhD parce que mon rêve était de travailler à l'ONU en tant que, à l'époque, nationalité bulgare. Et comme je vais revenir plus tard, pour faire entrer ces entrées à l'ONU, il faut avoir une nationalité qui sort au concours l'année ou pendant le moment où vous avez le bon âge pour faire ce concours. Donc il faut avoir moins de 32 ans et il faut que votre pays ait présenté au concours d'entrée pour les postes à l'ONU. Donc ça n'a jamais été mon cas. La Bulgarie, ensuite je me suis naturalisée entre-temps. La Suisse n'était jamais présentée au concours quand j'avais le bon âge. Donc, j'ai fini un peu par hasard au ministère des Affaires étrangères suisse parce que donc cette recherche coïncidait avec le moment que la Suisse est devenue membre de l'ONU. C'est en 2002, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, c'était extrêmement... c'était the time of my life, comme on va dire en anglais, de construire avec un pays, une administration qui se construit, le sens du multilatéralisme, de la participation de la Suisse dans des affaires multilatérales, les affaires de maintien de la paix, les affaires des droits de l'homme, le droit international humanitaire, pénal. La Suisse est un acteur très actif dans tous ces domaines.
Et donc, je vais vous en parler un tout petit peu de ces expériences. Donc, je n'ai jamais pratiqué en tant que juriste, strictement parlant, mais toujours en parallèle avoir le background de droit international, droit humanitaire et droit de l'homme. Ça m'a en fait aidé à négocier. J'ai pu négocier beaucoup de traités au nom de la Suisse, et puis ça m'a beaucoup aidé en fait d'être juriste. Merci beaucoup. Donc, je crois comprendre que pour vous, c'était plutôt des concours de circonstances qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, donc, vous, plutôt concours de circonstances. Et vous, Lindsay Cameron, quel a été un peu le moment où vous vous êtes dit « c'est ça que je veux faire de ma vie » Vous nous avez dit d'abord études en histoire. Oui. Quel a été un peu peut-être le switch qui vous a fait basculer du côté juridique ? C'est intéressant. Il y a deux choses, je pense. D'un côté, je me suis rendu compte que, en fait, les historiens, ils savaient beaucoup de choses, mais ils étaient moins écoutés quand ils apportaient quelque chose. Et puis, je me suis dit, OK, peut-être en tant que juriste, ça serait plus écouté quelque part. Mais aussi, j'avais étudié l'histoire moderne. Donc, j'avais étudié beaucoup l'histoire de Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment vouloir travailler dans tout ce qui était droit humanitaire et droit de l'homme, quelque part, parce que ça a sa naissance dans l'après-guerre. Donc, c'était vraiment pour quand je me suis rendu compte, OK, il y a du droit qui s'applique dans les conflits armés, il y a des choses qui doivent être respectées, comment est-ce que ça marche? Et puis, je voulais vraiment travailler avec ça. Et puis, donc, j'avais fait mon stage du barreau et puis j'avais travaillé à la cour d'appel de l'Ontario après les études de droit. Et puis, il y a eu l'occasion d'aller travailler pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés, donc UNHCR. Et puis là, j'ai vu ce que c'était le travail sur le terrain dans une agence onusienne. Et puis, je voulais approfondir en fait ma connaissance de ce droit et le droit qui s'applique là. Donc, c'est pour ça que je suis revenue. J'ai fait les études de master ici et puis ensuite, voilà. Donc, la Suisse s'est imposée pour vous deux comme pays phare pour le droit international et le droit humanitaire. Complètement, ouais. Comment vous vous positionnez un peu sur cette réputation de la Suisse à l'international? Pleinement, comme j'ai dit, j'ai eu cette chance probablement de participer dans beaucoup d'initiatives suisses. Donc, quand on dit Suisse, on parle de ministères qui sont en charge de ça. Donc, en Suisse, ça s'appelle le département fédéral des affaires étrangères, le DFAE. Et donc, ce département, qui évidemment existait avant que je sois employée, mais qui a reçu une nouvelle ampleur avec l'adhésion de la Suisse à l'ONU, a été autant initiateur de beaucoup de négociations. Et je fais référence bien sûr, par exemple, j'ai pu assister, ça paraît historique maintenant, mais à la création du 4e emblème du CICR, qui a été négocié alors que j'étais au département. Aussi des traités majeurs comme le traité pour le commerce d'armes, Arms Trade Treaty et autres, où la Suisse a pris donc la position non seulement à négocier quelque chose qui fait du sens dans le droit international, humanitaire, pénal et droits de l'homme, mais aussi à défendre la participation des voix de la société civile, donc des ONG, qui eux aussi, autrement ils ne sont pas admis à négocier de plein pied pendant les négociations interétatiques, mais à travers l'ouverture de certains États, comme la Suisse, comme le Canada, ils peuvent participer. Et donc on voulait aussi parler du fait que, aussi en tant qu'ONG ou société civile internationale, on peut aussi travailler dans les métiers du droit international. Donc je vous passe un peu la perche sur ce coup. Merci, oui, vous voulez peut-être compléter? Juste dans le sens où la Suisse en tant qu'internationale, puis c'est surtout aussi Genève internationale, c'est là où il y a vraiment énormément d'organisations humanitaires internationales. Et puis comme Camélia disait, le fait qu'il y a ces organisations internationales, ça fait qu'il y a aussi une société civile qui est florissante. Et il y a énormément de petites ONG qui sont là pour représenter différents intérêts et puis qui essaient de participer, de porter une autre voix aussi, qui est non étatique justement au Conseil de droits de l'homme et dans différentes choses. Donc il y a énormément
d'activités au niveau droits humains et aussi aux droits humanitaires qui est ici à Genève. Puis évidemment, Genève, c'est le berceau de droit international humanitaire. Donc c'est vraiment ici que Henri Dunant a fondé la Croix-Rouge. Voilà. Merci beaucoup. Une question un peu plus pratique. À quoi ressemble concrètement pour vous, dans votre métier, la pratique des droits humains ou du droit international? Et qu'est-ce qui peut-être fait son charme pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette pratique-là? Lindsay Cameron? Ok, je peux commencer. Alors, donc moi, je travaille dans la division juridique au CICR. Donc, on a 50 ou 60 juristes, en fait, qui sont tous des juristes de droit international humanitaire, qui sont tous experts dans ce domaine de droit. Et moi, je suis responsable d'une équipe d'à peu près une quinzaine de juristes. Nous avons comme tâche de clarifier, de développer et puis de mettre en œuvre vraiment le droit international. Donc, ça veut dire que on fait de la recherche pour des questions où on n'est pas très sûr, OK, comment est-ce que ça s'est interprété maintenant? Parce que les conventions de Genève, ils ont été adoptés en 1949, mais on doit les appliquer maintenant en des conflits actuels. Donc, évidemment, 75 ans plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on gère quand il y a des armes autonomes? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on interprète? Comment le droit il s'applique dans les attaques cybernétiques? Et donc, on doit continuellement interpréter le droit pour qu'il puisse s'appliquer et protéger les personnes dans les conflits actuels. Et même si c'est un droit qui est très complet, il y a aussi certains éléments où il faudrait peut-être compléter. Par exemple, pour les armes autonomes, ça n'a jamais été anticipé. Et puis, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Donc, on a des juristes qui, au jour le jour, d'abord, il faut comprendre les technologies, et puis ensuite, il faut agir avec toutes les autres instances, parce que ça, c'est aussi des questions qui sont discutées à l'ONU, ils sont discutées dans différents endroits, mais d'essayer de développer et puis de rendre assez robuste ce cadre juridique pour pouvoir l'appliquer. Ensuite, le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, on a des délégations dans 80 ou 90 pays dans le monde où on agit sur le terrain pour protéger les gens qui sont affectés par les conflits armés. Et il y a des questions juridiques qui se posent dans ces conflits. Et il faut avoir un dialogue avec les autorités, avec les forces armées, avec les autres acteurs. Et puis souvent, c'est des questions qui sont par rapport à, le droit qui s'applique là, comment est-ce que ça s'applique? Comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien le mettre en œuvre? Et donc, nous, on fait de la recherche et puis on essaye de vraiment apporter des réponses aussi pour que le droit il soit bien respecté aussi dans les conflits. Puis on apporte un soutien aux collègues qui sont dans les délégations sur le terrain. Voilà. D'accord, vous apportez le juridique pour les collègues sur le terrain. Ouais. D'accord, super, merci beaucoup. Ouais. Et pour vous? Écoutez, il y a une chose très enivrante que j'ai pu faire. En tant que, comme j'ai dit, diplomate, participation dans une négociation vivante, mais aussi, ça s'applique aussi à la société civile, ça s'applique aussi aux juristes du CICR. C'est que quand vous êtes étudiant en national, vous avez déjà les lois, donc c'est plus rare qu'on adopte la Constitution ou des lois pendant que vous êtes étudiant. Ça peut arriver ou pendant que vous pratiquez, ce que vous développez, donc vous avez cette base légale, ce cadre légal national, et il y a la jurisprudence qui se développe. Mais ça aussi, en général, ça peut être vous, mais c'est plus rarement vous, c'est plus vous devez connaître la jurisprudence et les lois. À l'international, vous devez aussi connaître, bien sûr, les conventions et les lois, mais vous participez à travers une négociation de ce qu'on appelle des résolutions à l'ONU à maintien du droit, en fait, vivant et qui se développe pour des situations actuelles, comme Lindsay l'a dit. Je vais vous donner un petit exemple. La Convention contre la torture, donc la Convention des Nations Unies contre la torture à la Suisse, le Suisse fait partie de cette convention. Elle a été adoptée, sauf erreur, en 1984 ou 1986.
Et depuis cette période-là, bientôt 40 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, comme à l'international, vous n'avez pas exactement le même mécanisme donc de tribunaux qui produisent de la jurisprudence, vous avez la recherche, vous avez la pratique du CICR et d'autres, mais vous avez aussi un instrument qui est assez unique du droit international, c'est maintenir le droit vivant à travers la négociation annuellement ou biannuellement des résolutions, notamment au Conseil des droits de l'homme, mais ailleurs à l'ONU aussi, qui interprètent le droit, qui interprètent la Convention, qui l'enrichissent, qui donnent des mandats à des mécanismes qui sont aussi existants à l'international, des rapporteurs spéciaux, des mécanismes de recherche, d'investigation, des fact-finding missions, commissions of inquiry, comme il y en a beaucoup, qui en fait développent le droit tout en protégeant évidemment la base, le socle. Et là, en tant qu'acteur de la société civile ou de diplomate, vous participez au développement de ce droit-là. Et ça, c'est vraiment l'élément que je trouve enivrant, en fait, à faire du droit international. Et pour ça, vous devez avoir une base solide du droit national et donc bien faire vos études et vos masters avant de se lancer dans ce domaine. Un peu plus précisément, quel est donc l'impact peut-être des recherches menées par le CICR? Est-ce que cet impact se reflète au sein des institutions comme le Conseil des droits de l'homme ou dans les commissions de l'ONU? Est-ce qu'il y a un impact direct sur ce domaine-là? Oui, on agit à plusieurs niveaux. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qu'on va faire comme des publications un peu de base. Donc il y a des commentaires, comme vous avez les commentaires sur la Constitution, il y a les commentaires des conventions de Genève, donc qui expliquent article par article qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on l'applique. Et là, vous trouvez des cours nationaux qui vont regarder là pour interpréter. Donc quand ils ont un arrêt devant eux et puis ils doivent décider d'un cas, ils vont aller voir, OK, qu'est-ce que le CICR a dit dans ça. Donc ça peut avoir un impact dans la mise en œuvre comme ça. Il y a aussi d'autres façons. Donc nous, on va aussi publier des papiers ou même prendre la parole. Donc, lorsque Camélia parle de négociation des traités, il y a beaucoup de discussions qui font en dehors des salles de négociation et il y a aussi dans les salles de négociation. Puis, on va prendre la parole dans la salle de négociation pour dire voilà notre position sur telle et telle chose. Et on va aussi discuter et puis publier des papiers pour indiquer OK, c'est comme ça que nous, on aura interprété des choses. Donc, on a aussi cette interaction. Il y a aussi une conférence qui se tient tous les 4 ans, qui est la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, où il y a tous les pays au monde qui participent, et puis aussi toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui participent. Donc là, et puis il y a aussi la Fédération et le CICR qui participent. Donc c'est les sociétés nationales qui négocient des résolutions directement avec les gouvernements. Donc, c'est la seule instance où il y a quelque chose qui est presque de société civile qui négocie directement avec les gouvernements pour produire des résolutions qui ensuite existent en tant que résolution. Ce n'est pas quelque chose qui est contraignante, mais ça reflète un peu la volonté et puis l'avis des États et des sociétés nationales sur le moment. Puis ça, ouais. Toute proportion gardée, mais vraiment toute proportion gardée, ça remplace un peu la jurisprudence quand vous travaillez à l'international. Donc, ce n'est pas des tribunaux, mais c'est le measurement, donc la mesure à tout moment donné de la politique des gouvernements en discussion avec la société civile au sens large de l'état des choses. Mm-hmm. Merci. Une question un petit peu différente. Quelles sont les voies possibles qui mènent à des carrières dans les droits humains internationaux et le droit humanitaire tel que le vôtre? Donc moi, je voulais donc déjà dire que pour ceux qui ont la nationalité suisse, sans paraître nationalistes, mais c'est aussi l'état des choses, et qui font du droit, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités qui sont assez prometteuses, assez intéressantes.
Donc, typiquement, en faisant donc une de ces filières, droit international général ou humanitaire aux droits humains, s'ouvrent à vous des possibilités déjà de faire des stages académiques au sein de différentes parties du gouvernement pour justement, en tant que stagiaire académique. Donc, ça doit se faire juste 2-3 années après la fin de vos études et c'est des stages payés. Et vous êtes intégré directement dans les équipes de la diplomatie suisse partout dans le monde. Et donc là, en tant que juriste, vous pouvez être expert droit de l'homme, par exemple dans des pays où la Suisse a des intérêts politiquement prononcés, ou de participer directement dans ces négociations. En dehors de ça, donc évidemment, vous pouvez faire concours diplomatique, devenir diplomate, mais là, il n'y a pas une garantie que vous allez travailler comme un juriste. Parce qu'au sein de la carrière diplomatique, il y a quelques postes juridiques. Notamment, il y a une direction de droit international public à Berne. Et si vous êtes juriste, vous allez avoir une prédilection d'aller là-bas. Maintenant, ce n'est pas énormément de postes. Vous pouvez adhérer à... Donc, on a une structure très intéressante en Suisse qui s'appelle donc le pôle suisse de maintien civil de la paix, Swiss Pool of Civilian Peace Building, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est une possibilité d'être dispatché par le DFAE. Donc, vous recevez un salaire, vous recevez des honoraires en tant qu'employé de DFAE, mais vous êtes dispatché, vous êtes mis à disposition à des organisations internationales. Donc, notamment, ça peut être la Cour pénale internationale, ça peut être les instances juridiques de l'OSCE, ça peut être le Conseil des droits de l'homme, ce que moi j'ai fait pendant 3 ans, ça peut être les organes de traité, ou alors être négociateur ou médiateur de paix. Ce n'est pas une carrière purement juridique, mais le fait d'avoir fait le droit, ça vous aide énormément, évidemment, de se lancer dans ces carrières-là. Donc, toutes ces possibilités existent sur le site de la Confédération. Et là où, si on est établi en Suisse, même si on n'a pas la nationalité, on a un permis C, ou d'autres types de permis, on peut évidemment accéder à ces carrières en tant que jeune diplômé du droit. D'accord, merci. Est-ce que peut-être vous avez des petites informations complémentaires sur comment accéder à ces carrières ? Oui, je pense que c'est intéressant. Camilla trouve il y a beaucoup d'endroits. Moi, je trouve que c'est assez compliqué, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités pour des stages, souvent pour les jeunes diplômés. Dans différentes organisations, dans l'ONU, au BIT, à la Cour pénale internationale, à différents endroits. Il y a aussi des stages qui durent 1 année au CICR, mais nous, on a 8 places de stage et on reçoit 1000 candidatures. Donc, il y a énormément... Donc, je vous dis très franchement parce que c'est très compétitif. Et la plupart des stagiaires qui entrent chez nous, qui ont une très, très bonne voie pour porte d'entrée pour le CICR et puis pour une carrière juridique... il y a beaucoup qui ont passé par l'académie, donc le Geneva Academy, parce que c'est une des seules facultés qui enseigne vraiment le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Il y a quelques autres universités en Europe et puis ailleurs qui enseignent aussi, mais il y a très peu de spécialisation. Donc la plupart, ils sont vraiment très spécialisés dans ça. Donc ça, c'est une porte d'entrée. Il y a aussi... des fois, donc moi au Canada, il y avait United Nations Association of Canada, donc l'association de l'ONU au Canada, qui offrait des bourses pour aller travailler pendant 6 mois pour l'ONU. Et puis, une fois que j'étais là-bas, ensuite, j'ai eu un autre contrat pour UN Volunteers ou autre. Donc, il faut vraiment explorer énormément de choses. Ce que je dirais, c'est que c'est très bien de faire
1 ou 2 stages, mais il ne faut pas faire des stages à perpétuité. À un moment donné, il faut avoir un contrat qui est duré, et puis qui est duré illimitée, si possible. Ouais. Ouais. Tout à fait, je soutiens. Ça peut être compliqué, mais j'insiste encore qu'on a de la chance, en fait, quand on est en Suisse et à Genève, comme tu as dit au début, c'est de pouvoir quand même avoir toutes ces possibilités. Et que finalement, comme Lindsay a dit, on peut aussi partir sur une autre voie, faire des stages, donc clairement connaître un tout petit peu comment ça marche dans le métier ou dans le domaine, faire du terrain si on arrive. Donc ça, c'est toujours plus facile, je pense, avec les UN Volunteers ou d'autres structures, de d'abord partir sur le terrain, donc non pas d'abord essayer de travailler dans ce qu'on appelle headquarters à Genève ou à New York ou même à Nairobi, mais d'essayer, et là on est pris un peu plus facilement, on est plus jeune, on est plus flexible aussi pour voyager, et à partir de là, ensuite de revenir, de s'orienter, y compris sur une carrière diplomatique. Ça c'est aussi, comme j'ai dit, ça touche au droit, même si ce n'est pas des postes purement juridiques, ça touche quand même beaucoup au droit, surtout carrière diplomatique suisse, parce que c'est des priorités suisses, et donc de continuer dans ce chemin-là. Merci beaucoup pour ces informations. Peut-être une petite question pour la fin. Quel serait un conseil que vous pourriez donner aux étudiants et aux étudiantes de la faculté de droit pour leur choix professionnel, et notamment un conseil plutôt axé sur cette insertion professionnelle qui, comme on l'a vu, offre parfois quelques difficultés aux étudiants et aux étudiantes? Alors, c'est une bonne question. Moi, je conseille toujours, en fait, de faire le barreau. Je pense que pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'en fait, c'est une très bonne formation pour ensuite, et puis pour développer plein de compétences qui sont utiles partout. Donc, c'est déjà très bien d'avoir cette expérience professionnelle et puis de faire ça. Ensuite, c'est très bien aussi parce que pour moi j'avais fait mon barreau au Canada, et puis pour moi, pendant les années, quand on ne sait pas exactement où on va pouvoir aller, souvent au début, c'est des formations qui sont, ou des positions qui sont pas très long terme. Pour moi, c'était vraiment très bien de savoir, si jamais ça ne marche pas, j'ai toujours une autre option. Et puis, ce n'est pas difficile de retourner au Canada et travailler en tant qu'avocate au Canada. Il y a plein de choses aussi qu'on peut faire au niveau national qui sont très axés aussi droits humains, quelque part, pour travailler dans des organisations locales. Donc, il y a plein d'options. Donc, c'était vraiment une façon aussi de garder toutes les portes ouvertes, mais en même temps, d'avoir les compétences professionnelles qui sont reconnues un peu partout. Donc, pour moi, ça, c'est le conseil que je donne. L'autre conseil, c'est vraiment de s'intéresser à tout et puis de vraiment suivre tout. Il y a énormément de blogs, en fait, sur le droit international. On peut lire, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. On peut se former énormément maintenant sur beaucoup de choses. Et puis, la troisième chose, c'est d'apprendre des langues. Parce que chez nous aussi, au CICR, la plupart des gens, le travail quotidien, c'est en anglais. Pour beaucoup, pour certains pays, puis pour certains endroits, il y a encore beaucoup en français, mais on a aussi des arabophones, des russophones, donc tout le monde parle 3 langues. Donc c'est vraiment d'essayer aussi espagnol aussi, très utile. Donc ça, c'est les 3 choses que je dirais. Ouais, voilà. Merci. Donc, tout à fait pour compléter, je retiens vraiment et je réitère, restez ouvert à tout au début. Ne vous imaginez pas qu'il faut postuler à l'ONU ou au CICR, mais vraiment là où la possibilité se présente, parce que oui, je suis optimiste, mais c'est aussi compliqué. Ouais. Il faut y aller là où la première possibilité se présente et puis regarder. Et donc aussi, moi, c'est l'histoire de ma vie et c'est vraiment le conseil que je donne, on reçoit des stagiaires, notamment de l'Académie de droit international humanitaire, chez nous pour des stages dans le sein de leur étude. Donc la première chose que je fais, moi en tant qu'employeur, j'imprime les cartes de visite
même si les stages ne sont pas payés. Et puis si celui qui vous accueille pour un stage, s'il n'imprime pas des cartes de visite ou tout genre de possibilités de se présenter, imprimez-les et maintenez, malgré le fait que ce n'est pas très écologique pour le moment, mais maintenez le support papier parce que les gens, pour qu'ils se rappellent de vous, comme c'est des milieux très compétitifs, il faut que vous fassiez la différence. Et pour faire la différence, même les petits gestes, donc allez discuter avec des gens, profiter de tout événement, de toute réception, parler avec tous les intervenants, distribuer vos cartes, distribuer tout ce que vous voulez, votre email, votre adresse. Si on vous invite quelque part, remercier par derrière avec un email. Donc, essayez aussi de vous faire apercevoir par les éventuels employeurs et recruteurs. Je pense qu'on ne va pas venir vous chercher aussi brillant que vous soyez. Donc, il faut vous aller de l'avant et voilà, essayer d'obtenir du terrain et de se présenter, de prendre une place. Voilà. Merci pour tous ces précieux conseils. C'était vraiment une discussion intéressante et enrichissante. J'espère qu'elle suscitera peut-être de l'intérêt auprès des étudiants et des étudiantes de la faculté de droit. Alors, encore merci et j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, merci beaucoup. Bon après-midi. Très agréable, merci. Merci.